Déjà, bonjour. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. J'ai mille et une excuses pour dire que je ne suis pas revenue avant sur cette chaîne. Mais voilà, je suis enfin là. C'est la nouvelle année. Bonne année à tous. Bonne année 2024. Qu'elle soit la meilleure et que vous ayez tout ce que vous entreprenez, que votre santé soit bonne, tout ça, tout ça. Et je reviens avec une vidéo que j'aime beaucoup regarder sur les chaînes Booktube. Je suis très peu Booktube ces derniers temps, enfin ça fait quelques mois, même un an quasiment que je ne suis plus vraiment les chaînes Booktube. Avant je me basais beaucoup sur les chaînes des autres pour pouvoir suivre l'actu en gros et savoir quel livre me tentait en fonction des coups de cœur des autres. Mais j'aime toujours prendre du temps pour regarder les vidéos des meilleures lectures de l'année parce que je sais qu'il y aura forcément des pépites là-dedans et qu'il y aura forcément des livres qui vont me plaire. Donc je me suis dit, si j'aime bien regarder ce genre de vidéos, je pense que ça va être la première que je vais tourner de 2024 pour pouvoir vous permettre à vous aussi de peut-être piocher certaines lectures dans cette petite vidéo. On va commencer du coup par les romans et je vais vous parler d'abord d'Âge tendre de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Vous savez mon amour pour Clémentine Beauvais maintenant, j'ai fait une vidéo sur elle, sur sa bibliographie. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Valentin qui se retrouve dans le Nord-Pas-de-Calais. Parce qu'il doit faire un service civique, tout le monde doit faire un service civique. Il est complètement démuni parce qu'il faut qu'il quitte le cocon familial, il a 17-18 ans, quelque chose comme ça. Et il a décidé de prendre une mission où il va travailler dans un endroit où on s'occupe de personnes âgées. On a complètement constitué une unité qui a l'allure d'une rue des années 60-70. Pour qu'ils se sentent comme chez eux. Valentin va arriver là et va apprendre sur lui, va apprendre sur les autres, va prendre des responsabilités, lui qui au début avait très peur. Donc c'est un livre qui est absolument merveilleux sur le fait de grandir, sur le fait de prendre des responsabilités, d'apprendre des autres. On a d'autres personnages qui vont venir graviter autour de lui, qui vont lui apporter un peu de la force aussi, un peu de leur connaissance, un peu de leur vécu, notamment une soignante. Et voilà, en fait on va avoir plein de choses et c'est ce que j'aime beaucoup dans les romans de Clémentine Beauvais, c'est qu'on sait jamais vraiment à quoi s'attendre, on sait pas vers où on va, mais on sait que ça va être un beau chemin et ça n'a pas dérogé à la règle avec ce roman-ci. Ensuite, j'ai aussi mis dans cette liste un livre un petit peu qui m'a chamboulé, qui m'a retourné les tripes, c'est Cadavre exquis de, je ne sais plus, donc aux éditions Flammarion, de Agustina Bastelica aux éditions Flammarion. C'est un livre que j'ai un peu découvert par hasard, que je suis tombée dessus en fait sur une chaîne Booktube justement, et je me suis dit ça me fait bien envie, j'ai envie de voir un peu de quoi il retourne parce qu'il était vendu comme un livre vraiment qui retournait les tripes exactement, qui nous faisait voir des choses atroces mais dont on ressortait pas indifférent du coup. Tout simplement cette histoire c'est l'histoire d'un homme qui travaille dans un abattoir, sauf que dans ce monde là ce ne sont pas des animaux qu'on tue mais ce sont des humains qui sont élevés et qui sont tués pour ensuite qu'on les mange. Tout le monde est au courant de ça, sauf que tout se passe très bien dans ce monde là. Donc il y a des scènes mais vraiment atroces, horribles, dégueulasses quoi. Enfin on nous décrit les choses vraiment de manière très précise et très comment dire, sans aucun sentiment, sans aucun état d'âme. Et voilà, c'était absolument monstrueux mais à la fois très... J'avais envie quand même de connaître la suite et j'avais envie de savoir ce qu'il en retournait. C'est ce qui est à la fois très dérangeant et qui... En fait, on se voit soi-même en train d'apprécier la lecture d'un truc totalement dégueulasse et c'est ça, je pense, qui m'a le plus questionné. Mais voilà, vraiment très bien écrit et très bien dépeint et voilà, ça m'a fait sentir plein d'émotions plutôt négatives, mais ça en reste une très bonne lecture de par la manière dont ça a été abordé et dont ça m'a fait vivre justement des émotions. Ensuite, je change totalement de registre, plutôt du fantasy fantastique avec La vie invisible d'Eddie Larue de Vi Schwab aux éditions Lumen. Vi Schwab, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. J'ai pas encore fini, mais j'ai lu la trilogie
où je lis la trilogie Shades of Magic, et je me suis dit bon, j'ai pas trop envie de passer à côté de ça, donc je vais tenter au cas où. Des fois il y a des gros bouquins comme ça qui font le buzz et qui me plaisent pas finalement forcément. Et là je me suis dit ben je vais quand même essayer, on sait jamais. Et heureusement, parce que j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture avec ce livre. On va suivre une fille qui s'appelle Adi sur plusieurs centaines d'années. En fait, elle est née dans les années 1600. Elle ne voulait pas se marier, en fait, il y avait un mariage arrangé comme c'était à l'époque, et elle n'a pas voulu se marier avec un homme en particulier, donc elle a fait appel à Dieu pour l'aider de se sortir de cette histoire, et en fait ce n'est pas Dieu qui lui a répondu mais c'est le diable, et donc elle a fait un pacte avec lui pour être complètement libre et être détachée de tout. Et en fait elle s'est rendue compte que c'était pas forcément la bonne chose à faire, parce que tous les gens qu'elle croisait dès lors ne la reconnaissaient plus. Donc elle était complètement invisible, complètement abandonnée de tous. Elle s'est retrouvée totalement seule, et en plus elle est devenue immortelle, ce qui fait que on la retrouve en fait à plusieurs époques. Il y a une grosse partie qui est quand même faite en France, puisque Adi est censée être née en France. Du coup on a aussi les années 2020, enfin 2010-2020, et là donc il se passe l'amour, il se passe une rencontre avec un homme en particulier, et là ça change parce que cet homme arrive à la reconnaître, et c'est le seul. Donc voilà, c'est une histoire d'amour, mais une histoire aussi de malédiction, une histoire sur le sens de la vie, sur est-ce que si finalement on est invisible aux yeux des autres, est-ce que ça vaut quand même le coup d'être vécu, est-ce que si on est vraiment seul, comment est-ce qu'on peut s'en sortir, et voilà, être totalement libre, est-ce que c'est aussi une bonne idée. Le regard des gens aussi, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous empêche, comment ça nous entrave. Bref, beaucoup de thématiques en fait abordées au-delà de cette histoire d'amour qu'on voit venir un peu gros comme une maison, mais c'est vraiment la vie d'Adi et comment est-ce qu'elle va s'en sortir avec toutes ces péripéties. Et il y avait un côté aussi poétique que j'ai beaucoup apprécié. L'écriture de l'autrice était différente, j'ai trouvé, que dans Shades of Magic. Voilà, vraiment une petite pépite que je vous conseille. J'ai aussi découvert un livre qui a fait un gros buzz aussi à sa sortie, mais qui date un petit peu de quelques années déjà. C'est Et ils meurent tous les deux à la fin, d'Adam Silvera aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Dans ce livre-là, je pense que vous connaissez déjà cette histoire. C'est l'histoire d'un monde où les gens apprennent leur mort quelques heures avant. Donc 24 heures avant, je crois, ou quelque chose comme ça, ou peut-être que ça dépend, je sais plus exactement. Mais ils reçoivent un coup de téléphone en fait qui leur apprend qu'ils vont mourir dans les 24 heures. On ne sait pas exactement quand, on ne sait pas du tout pourquoi, on ne sait pas comment. Et on va suivre du coup deux garçons qui ont des personnalités totalement opposées, et qui vont à leur manière en fait vivre ce dernier jour, ces dernières 24 heures. Ce qui est d'autant plus beau, c'est qu'ils ont deux personnalités totalement différentes, mais quand ils vont se rencontrer, donc il va y avoir une histoire aussi d'amitié qui va se transformer petit à petit en amour, mais quand ces deux mondes vont se rencontrer finalement, ils vont apporter chacun l'un à l'autre une partie de leur personnalité. Donc il y en a un qui est plutôt extraverti, qui va plutôt au devant du danger, qui va prendre ce qu'il a à prendre, qui a vraiment des convictions, des envies, etc. Et l'autre qui est plutôt à avoir peur du monde extérieur, et plutôt à rester renfermé, etc. Donc ça fait beaucoup d'etc. Quand les deux mondes, entre guillemets, vont se rencontrer, chacun va apporter à l'autre un peu de sa vision du monde. C'est pas quelque chose que j'ai jamais vu nulle part, mais je trouve que dans la manière dont c'était raconté, dans les émotions même que ça m'a fait vivre, et dans le message, ouais, je sais pas, c'était vraiment très beau, très touchant, et ça m'a beaucoup plu, donc je vous le conseille aussi. D'ailleurs il y a la préquelle qu'il faut que je lise, hein, mais qu'il faut que je lise. Et j'ai gardé The Best pour la fin, c'est La lumière sous les combles de Shannon Cameron aux éditions Gallimard Jeunesse. Comment vous dire, voilà, c'est un livre où j'ai pleuré plusieurs fois, où je me suis sentie
vraiment super impliquée dans cette histoire. Il faut savoir que c'est un livre aussi qui est basé sur des faits réels et qui raconte l'histoire en fait de Stefania, une jeune fille polonaise qui a réellement existé. Cette Stefania a réellement existé, elle a vraiment fait tout ce qui est écrit dans le livre. Et du coup, ça ancre encore plus dans le réel ce roman qui, à la base, je suis vraiment tombée dessus par hasard, hein, mais c'est des fois, quand on tombe sur des pépites comme ça fait vraiment toujours super plaisir. Donc de quoi ça parle? C'est donc Stefania, polonaise, qui vit durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a 15-20 ans. On sait ce qui va arriver, donc les nazis vont prendre le contrôle de la Pologne et de certains endroits. Je sais pas s'ils ont pris toute la Pologne, enfin bref. Au niveau histoire, je suis un peu nulle, mais voilà, en tout cas, les juifs vont être arrêtés. Stefania, qui elle, s'était liée d'amitié avec une famille polonaise et qui travaillait pour... une famille juive, je veux dire, qui travaillait pour eux dans une boulangerie. Elle va tout faire en fait pour les sauver, pour les aider et jusqu'à même à la fin, donc lorsque on voit les choses se dégrader en fait au fur et à mesure, elle va jusqu'à acheter une maison et garder 13 juifs, enfin cacher 13 juifs dans le grenier pour leur sauver la vie. Sachant que y a plein de gens qui passent, au moindre bruit ils pourraient être alertés et ils pourraient être tous exécutés et elle avec. Donc il y a toujours cette tension et ça retranscrit très très bien. Je trouve que l'autrice a vraiment un don pour faire passer des émotions à travers son texte sans que ce soit forcément très poétique ou avec beaucoup de métaphores, etc. Mais c'est toujours très juste et on arrive très bien à se représenter en fait ce qui se passe. Vraiment une superbe lecture et comme je vous disais, j'ai pleuré à plusieurs reprises parce que c'est profondément, je sais pas, ça nous prend profondément aux tripes. Et je l'ai lu à mon copain, du coup on était tous les deux, on l'a lu pendant les vacances, enfin on se faisait des petites vacances et je lui lisais du coup en même temps qu'il conduisait. Voilà, enfin, il en a pensé la même chose que moi, que c'était vraiment super, donc comme quoi je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde, sachant qu'il lit pas du tout, hein, je précise. Et on est en train de lire d'ailleurs Bluebird, le projet Bluebird, qui est écrit par cette même autrice. On va passer maintenant au manga. D'abord une série sur laquelle je suis tombée totalement par hasard, c'est un peu... J'ai l'impression cette phrase de cette vidéo que je répète 50 000 fois, mais c'est vrai, là c'est à la bibliothèque. J'ai emprunté Père et Fils de Mitagawa aux éditions Akata, je crois. Je ne sais plus. Donc c'est un seinen et non c'est Kiyun, je crois. Bref, je ne sais pas, vous aurez la couverture. C'est l'histoire d'un papa qui est célibataire, enfin qui est veuf. Sa femme est morte il y a de ça quelques années. Et il va se retrouver tout seul avec son petit garçon dont il doit s'occuper, son petit garçon qui a 3 ans. Et en fait, c'est un herboriste. On est au Japon, mais dans les années peut-être 1700-1800, je sais plus exactement. Et donc c'est un herboriste ambulant. Il va de village en village pour aller vendre ses plantes médicinales et apporter en fait finalement des soins aux personnes. Et il est obligé de s'occuper de son petit garçon en même temps, donc il le suit partout. C'est absolument trop mignon. Voilà, honnêtement, si je devais résumer ça à quelque chose, c'est trop mignon, c'est extrêmement touchant. C'est un papa qui découvre la parentalité, qui découvre comment s'occuper de son fils. La relation se crée au fur et à mesure et bon, mon petit garçon, il se sent pas forcément très bien. Comment est-ce que je peux faire pour l'accompagner? Il a envie de voir sa maman, mais sa maman, elle n'est plus là. Donc comment faire pour le calmer, pour faire en sorte qu'il soit plus triste? Comment faire pour qu'il ait une enfance normale? Il n'a pas d'amis puisqu'il bouge tout le temps. Comment est-ce que je vais faire pour le mettre à l'école? Il a plein de préoccupations en fait d'un papa qui apprend. Et le petit garçon aussi est absolument mignon parce que il essaye d'être fort, il essaye d'être courageux, mais c'est un enfant quoi. Et un tout petit enfant et on peut pas lui en vouloir pour les bêtises entre guillemets qu'il fait. Et voilà, c'est super beau et c'est un manga en 8 tomes et c'est très doux, très touchant et je vous le conseille vraiment beaucoup.
Ensuite, un manga qui est encore en cours, qui au début j'étais un peu bof au premier tome. Et en fait maintenant je suis à fond dedans, je trouve qu'il y a une très bonne dynamique entre les personnages. C'est Ton visage au clair de lune de, je ne sais plus, Mika Yamamori. Vraiment avec les noms c'est compliqué. Donc c'est aux éditions Pika. C'est un shoujo. On va suivre deux personnages qui sont très différents l'un de l'autre. J'aime beaucoup. Il y a deux personnalités très différentes et qui se rencontrent et qui a une tension, une alchimie en fait assez rapidement entre les deux. Donc ça joue aussi sur les codes de genre. On a deux personnages, notamment le personnage féminin qui a les cheveux courts, qui est un petit peu garçon manqué. C'est une fille qui est très introvertie, qui a du mal à se montrer, à s'exprimer. Et il va y avoir un garçon qui lui c'est un peu le mec un petit peu rebelle, qui a des piercings, etc. Il va être intéressé par cette fille qui ne s'intéresse pas à lui. Hein. Toutes les filles sont intéressées par lui plus ou moins. Mais voilà, elle a quelque chose de vraiment... Enfin, elle a un certain charisme, elle est belle et il a envie de la connaître. Et au début j'étais un peu sceptique parce que le tout début est un petit peu relou parce que le gars il force vraiment pour lui parler, pour la voir, etc. Il faut que j'arrête de dire etc. Et en fait, plus les tomes passent, plus je trouve que les personnages, la relation, on voit qu'il y a quelque chose qui les... Comme s'ils étaient des aimants, vous voyez, et que malgré leur différence et malgré le fait que la fille au début est pas forcément intéressée par lui ou qu'elle lui voit beaucoup de défauts, finalement en fait elle se sent attirée quand même. Et donc c'est un peu contre leur gré, j'ai envie de dire, et je trouve que c'est pas forcément un type de relation qu'on voit beaucoup dans les shoujo. Du côté du garçon en tout cas, on le voit très rebelle, très sûr de lui. Mais en vérité, au fur et à mesure, on voit aussi son côté un peu jaloux. Il est vraiment attaché à cette fille et qu'il a vraiment envie de la connaître et c'est pas juste une énième conquête. Donc pour tout ça, en fait, je trouve que la relation, c'est une relation super intéressante et qui m'a donné envie de continuer et j'aime de plus en plus en fait cette série. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler là, même si elle sort pas forcément du lot. Enfin je veux dire c'est pas vraiment le Graal du Graal et une exception dans le monde des shoujo, mais je voulais vous en parler parce que les dessins sont beaux aussi, mais j'avais pas besoin de le dire. Voilà, c'est plutôt pour cet aspect relationnel que je trouve très sympathique. Et pour finir, un manga sur lequel je suis tombée par hasard, encore une fois, c'est Je ne suis pas un ange de Ayazawa aux éditions Delcourt. Il n'y a que 4 tomes, mais la série est vraiment bien dense et on a beaucoup de choses à lire. Ayazawa, c'est l'autrice de Nana, si vous connaissiez pas ou si vous arriviez pas à remettre le nom de l'autrice. C'est un manga que je ne pensais pas aimer autant et c'est un manga où j'ai pleuré aussi, ce qui m'arrive quand même assez peu souvent. On va suivre des jeunes au lycée et notre héroïne c'est une jeune fille qui se présente comme étant, qui est très dynamique, très extravertie et qui va être la déléguée des représentants des élèves ou je ne sais quoi, un truc dans ce genre. Et en fait, il va y avoir plein de personnages qui vont graviter autour d'elle, et notamment un garçon qui est motard, il vient avec sa moto, avec son casque et tout, il est super rock'n'roll, enfin bref. Et là, on a beaucoup d'autres thématiques qui gravitent, comme les liens familiaux, l'amour, mais un amour déçu aussi, un amour qui va pas être complètement joyeux, les liens entre frères et sœurs. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose qui se dégageait de ce manga qu'on trouve rarement finalement dans les shoujo où c'est plutôt léger, plutôt un peu cucu, sans que ce soit forcément péjoratif, mais un peu toujours fleur bleue, tout se passe bien, tout est gai, etc. Là j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très terre à terre que j'ai beaucoup aimé, voilà tout simplement. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu trouver peut-être des idées de lecture pour cette année 2024. Surtout si vous avez eu un gros coup de cœur dans cette année, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis toujours à la recherche de lecture, surtout quand ça a plu. Je me dis que je veux aussi avoir ce coup de cœur, vous voyez. Donc voilà, en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!